Alors, en vérité, il y a deux titres de cet atelier. Dans le programme, là, et non dans celui-là, c'est celui-là que j'ai retenu. Le titre que j'ai retenu, c'est l'emploi, alors lutte locale, l'emploi, le Nord-Pas-de-Calais, la population livrée au chômage et la précarité, comment y remédier. Donc je me suis demandé comment j'allais prendre cette question, puisque chacun comprend bien que on ne peut pas remédier à la question du chômage dans le Nord-Pas-de-Calais, dans une politique européenne et nationale qui, sauf expérimentation, donc je me suis permis d'élargir mon propos. Première idée. Deuxième idée, comme on m'a invité un peu à parler, alors du Pas-de-Calais, moi j'ai aussi élargi au Nord-Pas-de-Calais, et que nous sommes dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Hauts-de-France, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai voulu assez rapidement donner quelques images de cette région qu'est le Nord-Pas-de-Calais, qu'on présente souvent comme une région extrêmement misérable. Le film Bienvenue chez les Ch'tis montre qu'à chaque fois qu'on arrive dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut, enfin, etc., etc. Donc je me suis dit, je vais regarder un certain nombre de choses que je vais pouvoir peut-être donner. Donc quelques mots rapides sur la région du Nord-Pas-de-Calais. Malgré la situation du chômage que nous décrirons un peu plus tard, reste une très grande région industrielle et de services. À peu près 76% de son territoire est industrialisé et cultivé. Donc c'est une région vraiment avec une densité de population importante. La région Nord-Pas-de-Calais, c'est 4 millions d'habitants. Un taux de chômage, évidemment, ça tout le monde le sait au sens de l'INSEE, 12,6% contre 11% en France. Trois catégories que j'ai retenues du point de vue de la population. Cadre et profession libérale, 10,2% contre 9,6% en France. Donc nous sommes, de ce point de vue-là, presque mieux équipés qu'ailleurs. Du point de vue des employés, 27,9% contre 27,1% sur l'ensemble du territoire. En termes d'ouvriers, disparus du discours politique, mais en réel, en vérité, 27,4% contre 26,2%, donc une population ouvrière un peu supérieure à celle de la France. Un autre chiffre qui m'a paru intéressant de donner, le patrimoine moyen des anciens redevables de l'impôt sur la fortune, le patrimoine moyen, ici c'est 2 663 833 euros contre 2 486 412 euros en France. C'est-à-dire que ceux qui payent la fortune ici sont plus importants qu'en France. Donc une région à la fois riche du point de vue de son capital, mais riche aussi intellectuellement, j'ai évoqué les cadres tout à l'heure, riche du point de vue de ses universités, du point de vue de l'éducation, 1 million d'étudiants d'élèves et apprentis, ce qui est pas rien, ce qui fait une population extrêmement jeune dans la région. Nous sommes le 4e pôle étudiant. Donc riche, je l'ai dit, de son patrimoine et de son capital, de ses employés et ouvriers qui représentent ces deux catégories sociales, 55,3% de la population active, donc ouvriers et employés, d'ailleurs qui a disparu encore une fois du discours politique. 4e région qui produise le plus de richesses en France. C'est là le résultat d'un long passé qui a pour origine la révolution industrielle qui se développe à partir du 19e siècle. Et on trouve dans un certain nombre d'ouvrages qui traitent cette question-là, le qualificatif de la région Nord-Pas-de-Calais, la première usine de France, disait-on. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'aujourd'hui, on évoque cette question-là, enfin cette idée-là, pour la Chine. On évoque pour la Chine, c'est la même image, c'est la première usine du monde. Je ne vais pas ici faire un cours d'histoire économique. J'évoque deux ou trois choses marquantes de mon point de vue pour la région.
Bien sûr, le charbon a constitué un atout considérable pour le développement de la région, mais également une main-d'œuvre extrêmement abondante, travailleurs et travailleuses dociles, et même si des luttes sociales ont été extrêmement importantes. D'ailleurs, on a aussi manqué beaucoup de travailleurs, de main-d'œuvre, puisqu'on a fait venir toute une série de travailleurs, pour le coup, dociles de Pologne. D'ailleurs, il y a des communes dans le bassin minier où les noms à consonance polonais sont quasi majoritaires. On y trouve d'ailleurs des maires maintenant. Enfin, tout ça a parfaitement bien fonctionné. Bon. Mais à partir des années 70, c'est là que la situation se dégrade, d'ailleurs comme en France, nous le verrons tout à l'heure. D'abord, fermeture des houillères, après les grandes grèves de 1963. L'industrie sidérurgique forte réduit considérablement sa voilure, et l'industrie du textile a quasiment disparu de la région au profit de la Chine. Cette situation, évidemment, n'appartient pas au seul Nord-Pas-de-Calais. On la trouve sur l'ensemble des territoires et dans tous les pays capitalistes développés. Le chômage et maintenant la précarité, nous verrons comment ces deux questions-là sont à la fois essentielles, mais se conjuguent l'une et l'autre. Et les raisons pour lesquelles on avance en détruisant le code du travail pour plus de précarité, puisque nous verrons aussi que dans un certain nombre de pays, le chômage est plus bas qu'en France, mais parce que la précarité beaucoup plus importante permet de faire en sorte qu'on puisse avoir un peu plus d'emplois, et nous verrons pourquoi cette situation-là non seulement a été créée, mais perdure. Donc le chômage et maintenant la précarité ne sont pas le résultat de conjonctures économiques, c'est ce que je vous propose de voir, même si pour un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà entendu ces choses-là et lu. Donc, pas le résultat de conjoncture économique ni des crises, même si celles-ci, évidemment, existent. Le chômage et la précarité sont le résultat de décisions politiques prises dans le cadre d'un affrontement de classe, capital-travail, permanente, sur lequel nous allons un peu travailler. Poser la question « que faire ?» pour une région comme celle-ci nous invite forcément à élargir le débat. C'est ce que j'évoquais tout au début. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Moi qui ai travaillé de nombreuses années au cabinet du président de région, où c'était la gauche qui dirigeait cette région, quand je parle de la gauche, je parle PS, Verts et communistes, on ne peut pas, comment dirais-je, soupçonner cet exécutif de ne pas avoir voulu essayer de réduire le chômage. Mais évidemment, on se trouve devant une impossibilité avec des réponses qui sont des réponses classiques et enfermées dans les compétences d'une région qui sont maintenant extrêmement réduites. Alors ça consistait en quoi? Ça consistait à dire il faut former mieux les gens. Ça consistait à aider un certain nombre d'entreprises avec des subventions. Ça consistait à travailler à l'élaboration, à la construction de zones commerciales, etc., etc. Mais toutes ces recettes, toutes ces choses-là, même faites avec de la meilleure volonté du monde, montrent que ça ne peut pas évidemment réduire le chômage, puisque les raisons du chômage sont évidemment ailleurs et que les dispositions à prendre sont beaucoup plus fondamentales que celles-ci. Je me propose donc de revenir sur deux parties. Premièrement, évoquer les raisons du chômage et de la précarité. Pourquoi disons-nous qu'elles sont politiques? Et dans un deuxième temps, comment y remédier en imposant notamment le droit imposable à l'emploi. Avant de revenir en quelques mots sur la question du chômage, au cœur d'un ensemble de problématiques majeures, sociales, politiques, économiques, idéologiques. Je n'évoque pas des conditions des victimes du chômage et de la précarité. Ce n'est pas le sujet. Évidemment, quand les gens sont au chômage, leur situation est extrêmement difficile. Mais en tordant un peu le bâton, je pense, moi, que le poids du chômage a des conséquences beaucoup plus dures pour les gens qui sont au travail que pour les chômeurs eux-mêmes, même si les conditions de vie de ces gens privés d'emploi est terrible.
Ce qui est important, c'est le rôle du chômage et de la précarité, ce que je viens d'évoquer, dans le monde du travail lui-même. Les conséquences sont dramatiques. D'abord, le chômage pèse sur le prix du travail, donc sur le salaire direct et indirect. On voit bien que toutes les mesures prises depuis 20 ans, 25, 30 ans maintenant, c'est la diminution du coût, du coût entre guillemets, du prix du travail, notamment avec la suppression d'un certain nombre de cotisations sociales. Et le gouvernement Macron, là, il va vraiment, alors là, à coup de serpe. C'est la dégradation des conditions de travail, l'acceptation d'un nombreuses entreprises de l'inacceptable. Genre, ce matin, c'était intéressant le débat, parce qu'on a évoqué sur l'Italie la fermeture des grandes distributions, des magasins de grande distribution le dimanche. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ici, le fait qu'il y ait du chômage, beaucoup acceptent de travailler le dimanche et dans les conditions et créer les conditions familiales extrêmement désastreuses. C'est le stress, évidemment, avec un travail extrêmement difficile, compte tenu de la situation, problème de santé, et agit de façon considérable sur ce qu'on a évoqué hier d'ailleurs, sur la désyndicalisation. Une des questions qui était posée, c'était de savoir pourquoi. Et je pense que la question du chômage est une des raisons importantes, parce que aujourd'hui, pour être syndicaliste dans le privé, il faut être un héros. Il faut vraiment avoir, évidemment, il y a un certain nombre de protections, mais quand même, il faut être un héros. D'ailleurs, on voit même aussi dans un certain nombre d'entreprises des gens qui prennent des responsabilités syndicales quasi uniquement pour être protégés. Mais voilà, donc ça a vraiment eu comme conséquence de réduire l'activité syndicale et forcément réduit la conflictualité, les luttes sur lesquelles on s'interrogeait hier. Sur le plan idéologique, le chômage de masse, le chômage important, nourrit aussi un certain nombre de sentiments. Ça rejoint un peu le débat qu'on avait hier sur l'idée de fatalisme. Ça a aussi comme conséquence, le chômage, effectivement, de développer un certain nombre je ne dis pas de racisme, puisque c'est des choses qu'on a évoquées un peu ce matin, mais de xénophobie et de jalousie à l'égard de l'étranger, parce que lui est au chômage, parce que lui a du travail, etc. On voit bien que tout ça nourrit des votes d'extrême droite, comme dans le bassin minier, par exemple. Ça nourrit aussi l'idée que le monde est fait d'individualisme et de concurrence, et donc réduit l'idée de solidarité, de conflictualité, de syndicalisation, et pose évidemment un certain nombre de problèmes. Sur le plan politique et économique, on voit bien que, en lien avec ce que je viens d'évoquer, le chômage contribue à la montée du Front National, fait en sorte qu'on crée des cités. Moi, je vois par exemple dans le bassin minier des cités populaires qui deviennent des véritables ghettos, et qu'on montre évidemment du doigt. Quand on est dans un certain nombre de quartiers, voire de communes dans le Pas-de-Calais, où on connaît entre 40 et 50% de gens au chômage, évidemment, tout ça se transforme en ghetto quand des enfants, des jeunes, des adolescents n'ont jamais vu leurs parents se lever pour aller travailler. Tout ça crée évidemment des conditions extrêmement difficiles. Et puis, ça permet, et nous le voyons chaque jour depuis 30 ans, en gros, de justifier de retour de politiques antérieures et de remettre en cause un certain nombre d'acquis. Par exemple, avec le déficit en matière de sécurité sociale, on dit, puisque il y a du chômage, puisque les gens cotisent moins, il faut remettre en cause un certain nombre de remboursements et de médicaments. Il faut absolument que le trou de la sécurité sociale soit résorbé. Il semble qu'il le soit, mais on sait de la façon avec laquelle c'est fait. Les retraites, etc. Et permet évidemment d'avoir recours à la précarité, qui est une question extrêmement importante. On ne peut pas dissocier le chômage et la précarité. La question du chômage est donc une question centrale, importante, à la fois sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan social, parce que c'est un outil au service du capital. D'ailleurs, Marx évoquait la question de l'armée de réserve, et qui est tout à fait juste, et on va voir que le capital a bien saisi
cette façon et à créer les conditions importantes de faire en sorte que la situation soit celle que nous connaissons aujourd'hui. Les réponses que nous pouvons apporter dépendent évidemment du diagnostic que nous faisons. Si le chômage n'est simplement qu'un problème lié aux crises, aux différentes crises ou au progrès technologique, on ne peut absolument rien faire pour lutter contre le chômage. Si les raisons du chômage sont autres que celles-ci, et politiques comme nous le disons, alors à ce moment-là, si les raisons sont politiques, les réponses, elles aussi, peuvent être politiques. C'est la raison pour laquelle, avant de traiter du sujet du droit opposable à l'emploi, il convient évidemment d'essayer de faire le diagnostic et de comprendre les raisons qui font que nous sommes dans cette situation. Et pourquoi, dans un certain nombre de pays, le chômage qui diminue, c'est ce que j'ai un peu évoqué d'entrée, est remplacé par la grande précarité. Par exemple, on voit bien qu'en Allemagne, le chômage est moins important qu'en France, mais en même temps, il y a les jobs à 1 euro. Et il y a une précarité terrible en Allemagne. C'est vrai en Grande-Bretagne et c'est vrai plus particulièrement aux États-Unis. Le chômage est donc une arme redoutable, une construction politique qui d'une part favorise le capitalisme financier et qui d'autre part met ce système à l'abri de toute révolution. Quelques mots sur les différentes explications du chômage. Alors, un certain nombre de gens, que je viens d'évoquer, disent, et c'est d'ailleurs la pensée dominante aujourd'hui, et qui pose un problème du point de vue de la perspective de lutte, puisque si dès lors on considère qu'on ne peut pas faire grand-chose, puisque c'est le progrès et les avancées technologiques qui nous contraignent à être dans une situation de chômage, ben ça n'ouvre pas des perspectives pour essayer de se sortir de cette situation-là. Donc c'est l'opinion dominante qui fait beaucoup de dégâts aujourd'hui. On a vu naître à un moment donné aussi avec un économiste que vous connaissez, on n'en parle plus beaucoup, mais Rifkin. D'ailleurs, Rocard aussi avait évoqué cette idée, et ce matin, j'entendais sur le revenu universel, c'est Hamon qui mène la bataille là-dessus, autour de l'idée, c'est la fin du travail. Donc, comme c'est la fin du travail, il faut trouver effectivement des solutions qui permettent à des gens de vivre. Troisième idée, un peu moins répandue maintenant, mais quand même, c'est la crise permanente, donc la crise du capitalisme, et donc la crise crée du chômage. Donc il faut sortir de cette crise pour essayer de trouver des solutions au chômage. Ça, on trouve ça plutôt chez les marxistes purs et durs. Quatrième idée fausse, la plus répandue, c'est que le cadre issu notamment des Trente Glorieuses est trop rigide. Donc il faut, c'est d'ailleurs l'objectif avec la casse du Code du travail, rigidité, contrainte, et qui empêche à la concurrence pure et parfaite de réaliser cette espèce d'alchimie extraordinaire qui permettrait l'équilibre et qui ferait en sorte que le marché lui-même pourra réguler et créer une situation de plein emploi. Et puis, cinquième idée, que nous connaissons évidemment, et nous entendons ça à longueur de journée dans le discours politique, c'est la faute des chômeurs. Puisque ces feignants-là, il suffirait de traverser la rue pour aller trouver du boulot. Donc voilà, donc 5 idées qui pour nous apparaissent fausses, mais qui polluent quand même le débat et la façon de penser d'un certain nombre de gens. Donc nous disons que le chômage, c'est le fruit de décisions politiques, notamment importante à la fin des années 60 et début des années 70, et qui est régulée en permanence pour pouvoir tenir un niveau de chômage qui permette de régler la situation. Elles utilisent pour ça des outils macroéconomiques du capitalisme que nous allons essayer d'évoquer. Que s'est-il passé ? D'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, le capitalisme n'a plus le vent en poupe avec
la situation, d'ailleurs c'est Benoît évoqué, oui, parce que le patronat, d'ailleurs De Gaulle avait réuni le patronat en disant on ne vous a pas beaucoup vu pendant la résistance. En tout cas, c'est pas parce que De Gaulle était anti-patron, mais c'est parce que il connaissait la situation et que la crise de 29 avait aussi laissé des traces. La résistance, l'attitude du patronat au moment de la Seconde Guerre mondiale, la collaboration, etc., fait que les forces de progrès, on le voit en poupe à la Libération, et se construit avec le Conseil national de la résistance. Par ailleurs, compte tenu de l'issue de la guerre et de l'Union soviétique, qui évidemment a été un des éléments majeurs pour vaincre le nazisme et les fascistes, a une image extrêmement importante et extrêmement positive. Donc il s'agit de faire attention pour le capitalisme, de créer une situation qui n'engendre pas des révolutions et des mouvements qui pourraient aller vers ce type de société. Et donc cette situation-là existe évidemment en Europe, mais aussi aux États-Unis, un peu partout. Les États mettent en place des politiques de protection sociale. D'ailleurs, Keynes trouve sa place dans le débat idéologique, non pas parce que Keynes est meilleur que les autres, mais il trouve sa place parce que c'est une réponse, une opposition à l'Union soviétique et aux pays dits socialistes qui construisent une autre société et dont le capital qui font trembler le capitalisme. Et Keynes, c'est le moindre mal au libéralisme total qui avait, avec la crise de 29, entraîné le monde dans la Seconde Guerre mondiale. C'est la période donc du début des Trente Glorieuses, ce sont des débats politiques, je viens d'évoquer les politiques keynésiennes, et c'est la période de plein emploi. Et cette période de plein emploi permet un développement important du syndicalisme, et avec le syndicalisme, ou vice-versa, et en même temps plutôt des luttes, une conflictualité extrêmement importante. Et cette conflictualité amène des progrès sociaux que nous avons déjà un peu évoqués avec Benoît hier, extrêmement importants. 68, par exemple, a été un des pics. 68 a été extraordinaire, parce que 68, aujourd'hui, on a mis un peu l'essentiel sous le tapis, parce que 68, évidemment, c'est le mouvement estudiantin, mais c'est essentiellement un des plus grands mouvements social de conflictualité, de lutte ouvrière du XXe siècle, plus qu'au moment du Front populaire. Il y a plus de gens qui occupent les plus longtemps les usines qu'au moment du Front populaire, et ça, on a totalement effacé cette affaire-là. Et 68, évidemment, c'est à la fois ces luttes, mais c'est aussi à la fois la montée des idées révolutionnaires. C'est aussi, par exemple, aux États-Unis, la lutte contre le racisme, c'est la lutte mondiale contre la guerre au Vietnam. Enfin, il y a une situation qui gêne considérablement le capitalisme. Et puis, évidemment, c'est un peu loin de nous tout ça, mais toute cette montée idéologique des hippies. Les hippies, ils veulent plus travailler, les mecs. Ils vivent avec les fleurs et tout ça. Mais au moment du plein emploi, c'est un peu emmerdant parce qu'ils veulent plus travailler. Donc, enfin, il y a tout un contexte à la fois social, politique, idéologique qui font que ça remet en cause, pas forcément concrètement et avec des perspectives, mais le capitalisme. Et ceux qui dirigent prennent peur. Alors, donc, grand mouvement étudiants, ouvriers, les intellectuels jouent un rôle majeur. Enfin, tout ça fait qu'il y a une situation extrêmement difficile pour ceux qui dirigent le monde. L'inflation aussi est un élément extrêmement important, puisque c'est le début de la financiarisation, enfin, la domination de la finance sur le système capitaliste, parce qu'il y a à la fois le capitalisme de production, et aujourd'hui on voit bien que c'est la finance qui a
pris le dessus sur le capitalisme de production qu'il utilise évidemment pour faire de la finance. À la fin des années 60, donc, c'est la chienlit, comme disait De Gaulle, la remise en cause du capitalisme, les luttes extrêmement importantes. Sur le plan mondial, aussi, des problèmes se posent pour eux. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le grand mouvement de décolonisation qui pose un certain nombre de problèmes du point de vue des matières premières. Et puis, il y a les pays producteurs du pétrole qui s'organisent avec l'OPEP et qui s'organisent surtout dans une association qui s'appelait, enfin une organisation plutôt qui s'appelait ce qu'on appelait les non-alignés. Et les non-alignés, eh bien, c'est eux qui s'organisent pour utiliser au mieux leurs richesses et font un peu valoir leur indépendance dans le cadre de la décolonisation et ce qui leur permet de fixer le prix, et particulièrement du pétrole et des matières premières. Le départ et l'émergence d'une transformation du capitalisme est, je l'ai évoqué, aussi importante à la fin des années 60, début des années 70, c'est aussi l'image de l'Union soviétique commence à se ternir. Donc après la libération, 68, etc., ce que je viens d'évoquer. Ils ont décidé de mener une contre-offensive idéologique pour reconquérir le terrain. J'ouvre une petite parenthèse aussi, parce que quand j'ai évoqué tout au départ de la lutte de classe permanente, n'oublions pas que juste à la libération, ceux qui sont battus créent d'ailleurs un think tank important qui aura des conséquences, on a plein aujourd'hui, hein, mais, des conséquences importantes avec von Hayek, ce qui s'appelle le Mont Pèlerin, d'ailleurs, qui existe toujours, hein, parce que moi je suis abonné à un truc, leur publication qui s'appelle Contrepoint. Ben, je vous invite à aller voir de temps en temps. Ça vaut le coup, hein, parce que là, on se dit, mais Macron, c'est un rigolo à côté, hein, parce qu'ils y vont, quoi. Enfin, vraiment, c'est le libéralisme à tout craint, donc, qui travaille idéologiquement. Et puis, ces idées-là qu'ils travaillent hein, sur un certain nombre de thèmes finissent par l'emporter. Et puis, donc, j'évoquais la domination du capitalisme financier. L'inflation pose un vrai problème. L'inflation pose un vrai problème parce que l'inflation, pour le capital, c'est comme de la rouille sur de la ferraille. Ça finit par ronger. C'est-à-dire que quand, par exemple, on place de l'argent à 3 ou 4% et que l'inflation est à 5 ou 6%, quand on a placé de l'argent, on en perd. En revanche, quand elle est à 2% et qu'on place son capital à 5 ou 6%, eh bien, on gagne de l'argent en dormant. Donc la question et la bataille de l'inflation a été importante d'un point de vue idéologique. Notamment, et en plus elle a rencontré, pendant les années 60 et 70, des batailles syndicales. Parce que moi je me souviens que les syndicats, et notamment la CGT, organisation à laquelle j'appartiens d'ailleurs, toujours, se battaient contre l'inflation. Parce que c'était la hausse des prix. Et les salaires étaient indexés. Voilà. Non à l'inflation. Moi, je me souviens d'avoir eu des mots d'ordre comme ça. Et les idéologues libéraux se sont dit, ils ont raison, non à l'inflation. Mais pour d'autres raisons, évidemment, que les nôtres. Alors, ils se sont posé un peu la question de savoir comment on allait faire pour essayer de faire en sorte que l'inflation diminue. Alors, les débiteurs qui gagnaient. Exactement. Alors, qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation, en gros, il y a trois raisons fondamentales. Hein, il y a un peu plus que ça, mais 3 raisons fondamentales. L'inflation, c'est la hausse des salaires répercutée sur la hausse des prix. La hausse des matières premières qui vont aussi sur les prix. Et puis la hausse du profit. Si on augmente les salaires et qu'on ne veut pas diminuer les profits, on est évidemment obligé d'augmenter les prix. Et donc là, on est dans une situation inflationniste. Et quand la situation inflationniste est importante, je l'ai dit tout à l'heure,
Le problème, c'est que ça mange le capital. Donc, à la fois, donc je me résume, à la fois une situation de plein emploi qui pose problème parce que il y a des luttes et une conflictualité extrêmement importante qui fait céder un certain nombre de choses pour le capital, premièrement. Deuxièmement, une espèce d'état d'esprit révolutionnaire mondial, une image intéressante de l'Union soviétique vers lequel nombre de regards se posent, un problème international avec la décolonisation et puis les non-alignés, l'indépendance des pays qui veulent gérer leurs affaires. Donc tout ça pose un vrai problème. Et donc, à un moment donné, une décision va être prise à la fin des années 70, en 1979, une augmentation considérable des taux d'intérêt aux États-Unis. En 1979, une hausse des intérêts de 20%. La Fed, la Banque centrale américaine, d'un seul coup, décide d'élever son taux de 20%. Quelles conséquences ça a? Ça a eu des conséquences immédiates. Premièrement, comme les prix de matières premières se font en dollars et qu'un certain nombre de pays s'étaient endettés, eh bien, il fallait rembourser ça. Donc, on a muselé d'une certaine façon parce qu'on a étranglé les pays en voie de développement, comme on disait à l'époque, maintenant on dit les pays émergents, en tout cas les pays producteurs de matières premières et de pétrole, se sont trouvés étranglés parce qu'ils devaient rembourser des taux inaccessibles pour eux. Pour le capital et pour la politique intérieure des pays capitalistes, quand on a des taux d'intérêt à 20% et qu'on a de l'argent, on préfère utiliser cet argent-là avec des taux d'intérêt à 20% parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent que la production. Donc on retire un certain nombre de capitaux liés à la production pour aller vers le monde de la finance. Et pour faire ça, eh bien, on met des dizaines de milliers, voire des millions de gens au chômage. Et ça a comme conséquence importante, c'est qu'on rediscipline évidemment les pays en voie de développement et on rediscipline le salariat et on dit aux gens, attends maintenant, c'est terminé, la récréation est terminée et voilà une situation qui va nous permettre de reprendre la main. Voilà la raison essentielle, le départ de la situation. Voilà. Donc, augmentation du chômage immédiate, d'une pierre deux coups, c'est ce que je viens d'évoquer. Quel est donc l'intérêt d'un rapport d'un chômage élevé, au moins 2, on change le rapport des forces, extrêmement important, et on réduit l'inflation avec des taux d'intérêt élevés, et on gagne évidemment beaucoup plus d'argent. Voilà, on réduit le coût de la matière première, j'ai évoqué. Donc, force, on réduit aussi le coût de la force du travail. Et on va trouver, pour mesurer cette affaire-là, pour que les choses aillent dans le temps, un modèle macroéconomique, un outil qui permet de régulariser la situation. Il s'agit d'une courbe qu'un économiste qui s'appelle Phillips avait mis en relief dès les années 58, mais pas forcément de façon négative, c'était un calcul mathématique, économique, qu'il avait mis à jour, et qui s'appelle le NERU. Tout le monde connaît, ici, qui tournait autour des 10%. C'est-à-dire que le NERU, c'est le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la courbe du chômage régresse, eh bien, la conflictualité renaît, on arrache un certain nombre d'augmentations de salaire, et comme on ne veut pas baisser les profits, eh bien, on répercute sur les prix et l'inflation reprend. Donc, toute la question, c'est comment fait-on pour maintenir un niveau de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Donc, c'est fixé pour un certain nombre de pays. C'est fixé entre 9 et... J'ai regardé d'ailleurs, je me suis mis un peu à jour. France et stratégie, ça date de 2015, donc c'est tout récent.
Département économie et finances, hein, c'est pas un truc, c'est pas un think tank du Pardem, hein, c'est un truc vraiment du capital. Quel est le niveau du chômage structurel aujourd'hui estimé pour la France? Entre 7,7% et 9,6%. Il est interdit de descendre en dessous ce taux de chômage. Alors, c'est l'OCDE et la Commission européenne sont les deux principales institutions qui veillent au grain. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a retiré les politiques monétaires et créé la Banque centrale européenne indépendante de toute action démocratique pour justement faire en sorte qu'on puisse traiter la question de l'emploi et des taux d'intérêt sans avoir recours à quelques décisions politiques que ce soit. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est pire que la Fed, parce que la Fed aux États-Unis doit rendre des comptes au Congrès, tandis que la Banque centrale européenne ici fait absolument ce qu'elle veut avec les taux d'intérêt. Et l'objectif premier, et quasi le seul pour la Banque centrale européenne, c'est maintenir l'inflation à moins de 2%. Donc on voit bien les raisons pour lesquelles tout ça a été réalisé. Donc voilà. Les prévisions du Fonds monétaire international pour les prochaines années tablent sur une stabilité du NERU, c'est-à-dire du taux de chômage, autour de 9%. Et pour les États-Unis, 5,75%. Alors pourquoi ? C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le lien direct entre précarité et chômage, parce que quand la précarité est extrêmement importante, il n'y a plus besoin d'avoir un taux de chômage élevé, puisque on régule avec la précarité, et quand on est précaire, on ne se syndique pas, il ne se passe rien, on fait ce qu'on peut, on est viré du jour au lendemain. Voilà, et c'est la raison pour laquelle on permet aux États-Unis d'avoir un taux de chômage moins important, comme en Allemagne, parce que effectivement, nous sommes dans des situations de précarité extrêmement importantes. Donc voilà, donc le chômage n'est donc pas le fruit d'éléments économiques incontrôlés. C'est une décision à la fois politique qui a été prise à la fin des années 70 et qui perdure jusqu'à maintenant avec les éléments que je viens d'évoquer. Je ne sais pas. Voilà, j'ai un peu. Alors, c'est parce que nos conditions que le chômage et la précarité ne sont pas le résultat de ce que je viens d'évoquer. Au fond, pour paraphraser Reagan, qui disait l'État n'est pas la solution mais le problème, pour eux, le chômage, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Nous voyons bien que c'est important pour. C'est pourquoi nous proposons de prendre des initiatives politiques sur le terrain, etc. Tout ça, vous connaissez mieux que moi. Une d'entre elles consiste à faire vivre un article fondamental de notre Constitution, le préambule de 1946, que je cite. « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. » Et c'est sur cette base-là qu'avec le MPEP à l'époque et maintenant avec le Pardem, que nous avons travaillé la question du droit opposable à l'emploi, ce que je vais évoquer rapidement, parce que je crois que j'ai perdu déjà pas mal de temps sur ces questions. Alors, le droit opposable à l'emploi concerne le secteur non marchand, mais avant de venir sur ces questions-là, je crois que pour résoudre cette question-là, donc inscrire dans la Constitution le droit opposable à l'emploi, comme le droit opposable à la santé, par exemple. Le droit opposable, il y a deux grands droits, vraiment, en vérité, en France. Le droit opposable à la santé et le droit opposable à l'éducation. Par exemple, si on a un enfant et qu'on ne trouve pas d'école, on sollicite l'État, et l'État est obligé de trouver une solution pour scolariser l'enfant. Et c'est vrai du point de vue de la santé. Donc la question, c'est que nous voulons, nous, élargir cette question-là à l'emploi. Alors, évidemment, ça a comme conséquence, cette idée-là, d'avoir de multiples initiatives
dans le domaine de ce qu'on a évoqué un peu d'ailleurs ce matin et déjà un petit peu hier, je crois, la question du protectionnisme, la question de la remise en cause du libre-échange, la question de la maîtrise de l'économie avec la nationalisation du secteur bancaire, ce qui suppose évidemment la sortie de l'Union européenne, de l'euro, etc., des choses que vous connaissez mieux que moi. Prendre un certain nombre de dispositions concernant les délocalisations, d'ailleurs, comme j'étais très surpris d'entendre ce matin, comme le fait aujourd'hui un peu l'Italie. Voilà. Donc il s'agit, pour essayer de faire en sorte, non pas de réduire le chômage, parce que notre objectif c'est de le supprimer le chômage et la précarité, de prendre toute une série d'initiatives dans un certain nombre de domaines importants. On a évoqué aussi ce matin, je crois, je ne sais plus qui a évoqué ça, la charte de la Havane, dans le cadre des coopérations. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, mais moi, je voulais simplement revenir sur la question du droit opposable à l'emploi. Donc, le droit opposable permet à tout citoyen de s'opposer, c'est-à-dire obtenir par la justice une situation. Seuls 2 droits, je l'ai évoqué, sont fondamentaux. Voilà. Pour matérialiser un droit opposable repose sur 3 conditions. D'abord, désigner une autorité politique responsable. Et en l'occurrence, nous disons, c'est l'État. Deuxièmement, doter cette autorité de moyens et de prérogatives nécessaires. Par exemple, pour que le droit à la protection de la santé puisse se réaliser, l'État doit organiser, évidemment, l'accès à la santé et construire un certain nombre d'hôpitaux, voire des écoles. Et ouvrir des droits de recours, d'abord amiables et juridictionnels. Nous proposons donc que le droit opposable à l'emploi, compte tenu que nous considérons que cette question évidemment est politique, l'État aurait donc l'obligation d'imposer à des entités publiques et privées qu'elles proposent des emplois. La question du droit opposable, c'est celle évidemment en contradiction avec toute la politique libérale. Droit opposable au logement, nous l'avons vu, qui se réalise pas du tout, puisque ça n'existe pas, c'est du droit pour l'instant qui est virtuel. Alors, comment créer les conditions de réalisation du droit opposable à l'emploi ? Premièrement, il s'agit de créer les conditions d'une nouvelle croissance créatrice d'emplois. Pour cela, fondamentalement, s'inscrire dans d'autres logiques, sortir de l'eurolibéralisme pour retrouver la souveraineté politique. Ça, je n'y reviens pas. Je passe vite sur un certain nombre de choses. Donc nous proposons de créer 3 millions d'emplois pour répondre aux besoins populaires. Dans la sphère, d'abord, non marchande. J'ai vite passé sur des choses qu'on connaît bien, le protectionnisme, le libre-échange, tout ça, la croissance, parce que ce sont des choses que nous avons déjà pas mal travaillé et qui sont plus évidentes. Donc dans la sphère non marchande, fonds publics de l'État, fonction publique de l'État, fonction hospitalière, territoriale, associations, syndicats, mutuelles, entreprises et groupements à but non lucratif. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, parce qu'on peut dire, oui, ça c'est bien gentil, mais sur lequel il faut toujours réfléchir, c'est que c'est pas le travail qui manque, mais c'est l'emploi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on comptabilise les besoins pour répondre au bon développement d'une société, c'est considérable. C'est considérable. C'est pour ça qu'on évoque la fonction publique, etc., etc. Donc, à partir de cette idée, c'est pas le travail qui manque, mais c'est l'emploi. Donc, comment on peut aller dans ce sens ? Alors, évidemment, tout ça devrait se faire à l'issue d'un débat public pour définir évidemment les contours de tout cela.